Moi, j'ai pas monté une boîte qui fait la semaine à 4 jours. J'ai monté une boîte qui est viable économiquement et qui veut rivaliser avec les plus grands. On travaille hyper dur chez Pimpan. Nous, on a aussi le pourquoi de la semaine de 4 jours au départ, parce que les équipes, elles étaient en train de se cramer. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le sens de la boîte qu'on a envie de monter ? Parce qu'on n'a pas envie que de gagner contre les géants. On a surtout envie de créer un monde meilleur pour les prochaines générations. Salut tout le monde. Bonjour, ça va ? Ça va et vous ? Ouais, super. Salut Baptiste, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Et bonjour Laurie. Salut John, salut Baptiste. Bienvenue Salut. aussi. Merci. Alors pendant des années, on a associé réussite et volume de travail. Aujourd'hui, de plus en plus de dirigeants explorent une autre voie, c'est-à-dire bâtir un modèle qui permet de performer sans s'épuiser. Et c'est précisément ce que tu portes, Baptiste. Baptiste Amin, tu es le cofondateur de Pimpan, une entreprise engagée qui développe des recharges zéro plastique et une industrie pensée pour durer. Selon plusieurs médias économiques, Pimpan réalisait autour de 2,5 millions de CA en 2023 et visait entre 7 et 9 millions d'euros en 2024. Je te laisserai préciser les chiffres que je n'ai pas trouvés. Cela dénote d'une trajectoire de croissance qui est soutenue, portée par un modèle qui est exigeant, en bref, pas un modèle bisounours. Mais Pimpan, c'est aussi une prise de position claire sur la manière de travailler, une approche plus responsable et plus intelligente. Dans une interview, tu résumes ta philosophie en une phrase. Notre credo, c'est de travailler moins, mais mieux. Et cette vision, elle n'est pas que théorique. Pimpan fonctionne en semaine de 4 jours, conçu comme un levier d'efficacité organisationnelle et s'appuie sur une culture qui est fondée sur la confiance, le partage de la valeur, avec une partie du capital qui est ouverte aux salariés. Et cette approche bouscule. Lors de ton passage dans Qui veut être mon associé, Éric Larchevêque t'a clairement exprimé ses réserves en disant « Ce n'est pas en faisant travailler les gens 4 jours par semaine qu'on peut y arriver ». En fait, cet échange révèle une divergence profonde sur ce qui fonde réellement le socle de la performance. Chez Chaudot, cette question résonne particulièrement parce que dans un secteur souvent associé à la pression et au turnover, en fait, on a fait le pari et le choix qu'un modèle premium se construit d'abord sur un environnement qui permet aux équipes d'opérer à leur meilleur niveau. Alors aujourd'hui, avec Laurie, on a envie d'explorer avec toi cette conviction. Oui, on peut viser très haut à condition de créer le cadre qui rend l'exercice possible. Et non, l'exigence ne s'oppose pas au bien-être. Elle en dépend. Est-ce que tu veux rebondir sur cette chronique ? Sur cette chronique-là, c'est un vaste sujet. Hein. Le côté performance étant, effectivement, je suis assez aligné avec ta chronique et ton introduction. Merci beaucoup pour l'intro. Les chiffres sont globalement pas trop mal. On a fait un peu plus. Mais oui, on a un gros rythme de croissance dans le projet. Et justement, on essaye de montrer qu'en ayant une vision du travail un petit peu différente, on est aussi capable de faire grossir une entreprise, de la faire grossir aussi de manière saine et surtout en faisant les choses correctement pour les prochaines générations. C'est ce qui nous inspire aussi sur la partie Pimpan. Et oui, on a un gros problème dans le monde du travail, c'est qu'on associe trop la durée du travail avec la performance, alors qu'on a beaucoup d'autres façons de pouvoir la mesurer. Mais c'est ce que vous explorez aussi pas trop mal, quoi. C'est l'idée de cette première partie, mais je pense qu'avant, Laurie... Oui, c'est ça. En fait, justement, on est quand même globalement tous d'accord autour de la table. Mais en fait, ces pratiques RH, on les voit beaucoup, nous, dans le monde de la tech. La semaine de 4 jours, c'est quelque chose qu'on a adopté aussi. C'est de là que tu les tires, mais tu nous le dis. Ouais, pour le staff. Tu nous le diras un peu plus tard. Mais bon, on voit bien que d'allier bien-être et performance, c'est pas du goût de tout le monde. Et justement, je voudrais revenir sur ton passage à Qui veut être mon associé, qui a été diffusé sur M6 en février 2024. On va revenir sur un passage qui m'a particulièrement marqué parce que j'ai trouvé ça étonnant, quoi. Moi, je suis pas convaincu par la démarche générale. Vous arrivez sur le pitch en nous disant il y a 10 000 tonnes de plastique et c'est ça qu'on veut virer pour les générations futures. C'est un putain de combat. Et vous avez un deuxième combat que vous avez choisi qui est de créer un nouvel usage. Donc il va falloir expliquer aux gens que désormais il vaut mieux utiliser de la poudre. Donc deuxième combat. Troisième combat, vous créez une marque qui sort de nulle part. Il faut imposer une marque sur un marché où il y a des géants. Troisième combat. Et quatrième combat que vous vous rajoutez en disant on va faire tout ça, mais en plus on va avoir une approche super sociale, qualité de vie, on va y aller tranquille. Donc moi quand j'entends ça, j'entends une urgence
climatique terrible à régler et des gars qui y vont en tongs. Non, quand on choisit un combat, c'est la guerre. Et là, vous partez à la guerre un peu en tongs, en famille, avec des salariés qui vont bosser un peu quand ils veulent, de chez eux. Ça marche pas. Enfin, je pense que ça peut pas marcher. On s'arrête là. Donc là, c'est Simoncini, c'est comme ça qu'on dit? Tu sais comment on dit? Ouais, Marc Simoncini, Voilà. effectivement, passage sur M6. Ça faisait quelques temps que je l'avais pas vu. J'ai l'impression qu'on est passé il y a des années tellement on a avancé dans le projet. Ouais, mais en fait, c'est justement pour ça qu'on trouvait cool en fait, que tu aies un peu plus tard un droit de réponse, parce que en fait, moi, je peux comprendre le désaccord. Tu vois, la contradiction dans la vision du cadre du travail qui permet de faire émerger de la perf ou de la robustesse. Mais j'ai trouvé que la manière avec laquelle c'était véhiculé était caricaturale. Et en fait, on aimerait bien avoir ton ressenti, enfin, ce que ça te fait d'entendre ça. Ouais, quand on le regarde, même avec pas mal de temps derrière, les propos sont assez durs. Je me rappelle du moment où on est monté dans la voiture avec Carline juste après le passage. Et donc là, on voit le passage à la télé, ça dure à peu près 15 minutes de condensé de quelque chose où nous, on arrive à 6h du matin, on est ressorti à midi et devant les investisseurs, on est là pendant 1h30. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on se posait comme question avec John. En fait, en termes de montage, est-ce que, moi, je trouve que ça retranscrit l'esprit général, c'est-à-dire ils ont testé nos produits, ils ont bien aimé nos produits, ils ont été impressionnés. On ne voit pas tous les chiffres, mais pendant 1 heure, on parle de nos chiffres, on est interrogé dans tous les sens. Et voilà, ils se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose de sérieux dans le projet. Et le moment de bascule, c'est le moment où on commence à parler du travail. Et je pense que différents mondes s'affrontent à ce moment-là, en fait. Les gens qui se sont construits eux-mêmes en travaillant très, très dur et en se saignant. Et le monde où nous, on a envie d'apporter une vision différente. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas d'engagement dans ce qu'on fait. Et j'allais dire, et ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas dur. Tu vois, je pense qu'on travaille dur. On travaille hyper dur chez Pimpan. Nous, on a aussi le pourquoi de la semaine de 4 jours au départ, parce que les équipes, elles étaient en train de se cramer. On était dans un engagement, Pimpan, c'est un engagement qui est très très fort. Tu essayes de faire mieux pour les prochaines générations. Tu te bats contre des monstres où le combat, il est presque perdu d'avance, parce que c'est des grosses multinationales qui ont des moyens surpuissants en marketing, et du coup, quand toi, tu arrives, tu démarres, tu es tout petit, c'est hyper compliqué. Et tu as cette envie, cette conviction forte de vouloir faire mieux pour les prochaines générations. Et du coup, les équipes, elles bossaient comme des fous. Tout le monde bossait comme des oufs pendant quasi 7 jours sur 7 à faire pas d'heures. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le sens de la boîte qu'on a envie de monter? Parce qu'on n'a pas envie que de gagner contre les géants. On a surtout envie de créer un monde meilleur pour les prochaines générations. Et du coup, Pimpan, nous, notre aventure, on ne la définit pas uniquement par le fait de proposer des produits, des alternatives du quotidien sur la partie hygiène, sur la partie maison. Tu vois, on veut créer vraiment un environnement global dans le projet, avec le point de centrale qui est maintenant l'usine qu'on a montée, avec le lieu qu'on a monté autour de l'usine. Comment est-ce qu'on collabore avec les gens qui sont autour de nous? Quel rapport on a avec nos clients? Quel rapport on a avec notre actionnariat? Quel rapport on a avec nos équipes? Et du coup, il y a pas on n'essaye pas de renier sur certaines choses pour gagner ce combat. On veut le faire avec nos convictions à nous. Et après, ce qui est dur ici, c'est que les mots sont assez violents et beaucoup de gens ont été touchés en fait sur cette façon, parce je pense qu'il y a quand même malgré tout pas mal de gens qui savent que c'est pas ton temps de travail qui fait ton efficacité, c'est la qualité du travail que tu es capable de toi apporter dans le projet. Après, quand on est sorti, j'ai dit à Carline, on a un truc de dingue parce que ils ont parlé de notre produit, ils ont essayé, ils ont kiffé. En termes de retombées. En termes de retombées dans le projet. Et je lui ai dit, on aura l'air cons tous les deux parce qu'on va se faire bâcher. Mais c'est très bien pour le projet et c'est très bien aussi pour faire réagir, parce que sur un sujet où on est ultra solide. Avant Pimpan, il y avait Feezer. On a monté une boîte, on était en full remote, en total asynchrone entre l'Asie, les États-Unis et la France. On a créé cette culture du travail. Ça démarre pas de Pimpan, ça fait 5 ans maintenant, mais ça fait plus de 10-12 ans qu'on travaille cette culture-là. Cette culture de, comme tu l'as dit en introduction, la confiance, la liberté,
l'autonomie qu'on met aussi et l'exigence qu'on met aussi pour les typologies de profils qu'on va recruter dans le projet pour que l'harmonie puisse fonctionner, quoi. Justement, John, quand on a préparé le podcast, on se demandait, avec le recul, tu penses que tu as bien fait de parler de ça, de leur en parler, de cette semaine de 4 jours? Parce que tu disais, là, c'est comme s'il y avait une bascule au moment où tu as commencé à parler de ce rythme de travail. Ouais, en fait, pour préciser, alors, du coup, moi, je suis hyper content que tu aies précisé tout ça, parce que le montage tel qu'il est fait, en fait, je trouve qu'il ne rend pas honneur à la vision. Et moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Pour le résumer, tu vois, mon associé Guillaume, à qui j'ai fondé Shodo, il dit un truc, il dit, je veux pas réussir avec la même recette, en employant la même recette que les entreprises du secteur. Donc en fait, ça nous force à aller retravailler le terreau, tu vois, un terreau différent avec des pratiques RH différentes qui te permettent, tu vois, si on part du principe qu'une entreprise c'est une plante, d'avoir une plante qui va pousser dans de meilleures conditions, qui sera plus belle, etc. Mais effectivement, dans le montage du replay, en fait, moi, j'ai trouvé que la juxtaposition du why, de la raison sociale, etc., couplée à la semaine de 4 jours, tu vois, la juxtaposition, elle n'était pas évidente. Alors que là, tel que tu le dis, tu vois, on comprend que tes salariés, tu vois, l'investissement qu'ils avaient, etc., il était hyper fort, qu'ils bossaient comme des oufs et que tu le fais pour les protéger. Là, du coup, je le comprends mieux. Mais je ne suis pas sûr que, tu vois, dans le pitch, c'était concret. D'ailleurs, les gens... tu vois, le retour qui est fait, c'est oui, en fait, c'est la guerre. Ouais. Et on ne peut pas gagner la guerre avec des pratiques de 4 jours. J'ai trouvé, c'est une vision qui était très réductrice. C'est un résumé assez limité qui sort d'un débat de 15-20 minutes sur le sujet sur 1h15. Et par contre, moi, j'en veux pas aux investisseurs qui sont en face. C'est leur méthodologie et je pense qu'ils ont le droit de ne pas vouloir changer. Ouais. Je pense qu'on n'a pas été bon dans la façon dont on a exprimé le sujet. Ouais. Mais c'est aussi assez difficile parce que tu es à la télé, tu es là pour parler à 2,5 millions de personnes et tu es aussi là pour parler à des investisseurs. Donc je pense que l'exercice est assez difficile et après, quand ça dure 1h30, au bout d'un moment, le résumé, là finalement tu nous entends presque pas nous parler de la semaine de 4 jours ou de notre approche du travail. Finalement, on a parlé un peu de notre sujet et chacun a voulu un peu se ramener son truc. Tipeee, il a ramené son truc avec la semaine de 4 jours parce qu'il est associé LDLC sur la semaine de 4 jours. Oui, Laurent Laclergerie l'a mis en place, effectivement. Et en fait, tout le monde a dit oui, nous on fait tous plein de petits trucs bien, etc. Et verdict, on te bâche parce que c'est pas possible. Il y a une vision un peu trop utopique du travail. Mais c'est ça. Et puis en fait, le montage, il est organisé. Je trouve qu'il est quand même révélateur de ce qu'on a tendance à entendre dans les médias, etc. C'est-à-dire que si tu travailles pas longtemps, en étant très présent, etc., c'est pas du vrai travail. Et finalement, tu vois, là, tu nous dis, Tony Parker, il est associé de Laurent de la Clergerie, qui a mis en place la semaine de 4 jours. Ça, on le voit pas, quoi. On le voit pas à l'image. En fait, la prod, elle a quand même orienté, je pense, le montage. Ouais, n'en parle pas, mais c'est parce que tu es aussi là pour qu'à un moment, tu veux faire réagir sur un fait de société. Et c'est quand même... je pense que le gros des téléspectateurs, ils ont hyper bien réagi avec beaucoup de bienveillance envers nous, tu vois. Il y a, je pense, quelques personnes qui se sont dit, on est d'accord avec eux. Eux, ils sont trop utopiques. Ils vont jamais pouvoir réussir leur projet. Mais en fait, moi, je n'ai pas de problème avec l'utopie, parce que l'utopie, moi, je trouve qu'elle fait avancer. C'est aussi grâce à l'utopie que tu fais bouger les lignes, tu vas tester des choses, tu sors des sentiers battus. Et c'est pour ça qu'on est hyper content de te recevoir, parce que néanmoins, comme tu l'as dit, Feezer, la dimension entrepreneuriale, il n'y a pas photo. Ce que vous êtes en train de remonter en termes d'ambition, pareil, il n'y a pas photo. Après, moi, je considère que c'est à nous d'apporter des preuves sociales tu vois, les pratiques d'innovation RH qu'on met en place. On ne les fait pas que pour la photo ou pour faire joli, on les fait parce qu'on est convaincu qu'il y a de l'efficacité. Et moi, tu vois, c'est la question que je voulais te poser. Moi, je suis convaincu que les modèles qui sont articulés autour de la confiance, ils permettent de viser plus haut. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment, tu vois, cette vision-là, qui se matérialise à travers Pimpant aujourd'hui, mais auparavant chez Feezer, comment est-ce que vous avez pris conscience de ces pratiques, comment vous les avez mises en place, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, toi, tu es convaincu que... comment tu
tu montrerais que c'est game changer. Tu Ouais, vois. donc ce que je disais juste avant, sur Feezer, on a commencé il y a 10-12 ans. On est en 2014, donc tu vois, ça fait plus de 10 ans. On monte la boîte sur Paris avec Vincent et Thibaut et on part assez vite en Normandie. Sauf que la boîte continue de bien grossir et faire venir des gens à Dives-sur-Mer en Normandie, même si c'est une très très belle ville, c'est compliqué. Du coup, c'est pas arrivé de. Notre approche du travail, elle n'est pas arrivée de. On va rendre les gens meilleurs en leur laissant beaucoup de liberté. Elle est arrivée d'un vrai problème qu'on avait nous, c'est on peut pas recruter. Donc ce qu'on s'est dit. On était aussi inspiré de Thibaut, qui était associé du projet au début et qui a bossé pas mal chez Hitch. Ouais. Où chez Hitch, ils avaient déjà cette approche assez libre du travail et on regardait d'assez près le monde de la tech. Parce qu'en fait, peu importe, Feezer, c'était quand même une boîte assez tech. Tu avais 2/3 des gens qui étaient des devs dans le projet. Et nous, peut-être la petite innovation qu'on a apportée, c'est qu'on s'est dit, nous, on ne veut pas le faire qu'au niveau des développeurs, parce que moi, j'aime pas l'inégalité dans un projet. Je dis, moi, ce qu'on va faire, c'est que pour tout le monde, on va le faire pour le marketing, on va le faire pour les finances, on va le faire pour le commercial. Toutes les équipes, on arrive avec la même proposition de valeur, c'est vous bossez d'où vous voulez et vous bossez quand vous voulez. Ouais. Et là, c'est 12 ans d'itération sur le sujet, et même encore aujourd'hui, on n'a pas trouvé la bonne méthode, parce que ta boîte, elle change, les gens à l'intérieur de ta boîte évoluent aussi, et en fait, on est en permanence. Je pense que ce qu'on aime bien, et ce qui peut-être nous réussit bien dans le projet, c'est qu'on remet en question le modèle en permanence. Ouais. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'à différentes étapes de ta boîte, les gens changent à l'intérieur de ta boîte, les personnes que tu vas recruter vont aussi évoluer. Et du coup, il faut être toujours à l'écoute de tes équipes, en fait. Et Feezer, c'était une boîte où si tu n'es pas à l'écoute de tes clients, t'es mort. C'est une boîte de consumer, donc si tu n'écoutes pas tes clients à fond, si tu n'es pas concentré sur ton client tout le temps, c'est fini. Et du coup, fallait que les équipes elles soient 100% concentrées sur les clients. Et du coup, pour ça, c'est comme ça qu'on a essayé de voir le modèle au travers de ça. Et moi, je me suis toujours dit, faut essayer de... je dirais pas bichonner ces équipes, c'est pas du tout ce que je veux faire comprendre dans ce que je vais dire juste après, mais moi, ma vision générale du travail, c'est que pour qu'une entreprise puisse survivre dans le monde dans lequel on évolue, il faut recruter en permanence les meilleures personnes, les mettre en permanence dans les meilleures conditions, et qu'elles restent le plus longtemps dans le projet. Par rester, j'entends rester en étant dans des bonnes conditions à un bon niveau. Parce qu'en fait, finalement, on se dit toujours, les gens qui partent. Non, le pire dans une boîte, c'est les gens qui restent et qui sont plus engagés dans un projet. Ça coûte plus cher. Et c'est catastrophique pour un projet parce que des gens désengagés vont faire partir des gens qui sont hyper engagés et qui se démotivent un peu dans le projet. Mais juste pour finir sur le sujet, quand vous lancez Feezer, etc., donc je comprends bien qu'il y a le fait que vous êtes tous éparpillés et que du coup, nécessité fait loi, vous êtes obligés de trouver de nouvelles manières de collaborer en distanciel. Mais tu vois, toutes ces pratiques, on va dire, d'entreprise libérée au final, parce qu'on gravite autour de la philosophie. En fait, vous les sortez comme M. Jourdain sans savoir que vous les sortez, ou vous êtes documenté et vous vous servez de Feezer comme d'un laboratoire à idées? On teste beaucoup de choses, on regarde beaucoup ce qui se fait dans quelques boîtes aux États-Unis, chez Hitch aussi, tu vois. Ce qu'on a réussi à faire assez tôt, c'est comprendre l'importance de la culture de l'écrit dans un projet et de se dire que plus l'information va circuler dans un projet, en gros, si 100% de l'information est disponible, la vitesse d'exécution d'un projet va plus vite. Et après, tu règles les problèmes. Parce qu'évidemment, si tu donnes 100% de l'information à tout le monde reçoit trop d'informations. Et du coup, c'est là où il faut essayer de réguler les choses et d'organiser un peu tout le monde au travers de ça. Mais en fait, finalement, pour nous, ça a été assez facile parce que on est à une époque où, donc 2014-2018, tu es dans une époque où il y a des très très bons devs en freelance. Oui. Nous, alors je maîtrise moins ce monde maintenant parce qu'on n'a plus de dev dans le projet aujourd'hui chez Pimpan, mais à l'époque on a
une équipe de dev et on commence par prendre les gens en freelance. Et au final, nous, on proposait aux gens tout ce qu'il y avait de mieux en freelance. Sauf que du coup, tu avais des garanties, des CDI derrière qui sont assez sympas. Donc en fait, quasiment tous les gens qu'on a recrutés, ils ont commencé en freelance avec nous. Et on les a tous intégrés à 100% dans le projet au fur et à mesure. Et je trouve que c'est la meilleure victoire qu'on a eue sur le projet Feezer, c'est de réussir à transformer des gens où leur volonté absolue le matin, c'est d'avoir beaucoup de liberté et de les faire venir à 100% dans un projet parce que du coup ils ont compris et ce qu'a fait la force, tu vois, de Feezer, c'est une aventure de copains où le groupe de copains, on était 3 au début, on était 25-30 à la fin et c'est resté toujours dans ce même état d'esprit où on partait en retreat ensemble, tu vois, on faisait des retreats en Pologne, en Espagne. On se marrait bien et je pense que les gens avaient envie de rester aussi dans cette philosophie de projet-là où Feezer, c'est des cartes postales, c'est le voyage et on avait réussi à emmener autour de cette culture-là. Ok, écoute. Donc ça part du monde du dev. Ouais, qu'on connaît bien effectivement et dont naturellement la culture se fait par écrit. Donc je pense que ça aussi facilité la transition de l'oral vers l'écrit. On l'a connu nous-mêmes hein, puisque à l'initiative, je pense, de beaucoup de devs, on a aussi basculé notre culture vers l'écrit et ça donne de l'efficacité dans l'appropriation de chauds d'eau, de l'appropriation par les dirigeantes, par les nouvelles arrivantes, les arrivantes, etc. Donc non, moi je suis bien d'accord. En fait, on t'a fait venir aussi, on voulait t'inviter parce que moi je te suis depuis des années. Sur LinkedIn, tu communiques beaucoup sur ce qu'on appelle entre guillemets le future of work, donc sur les pratiques d'innovation RH. Tu as une newsletter qui s'appelle Pas Papillon sur le sujet. J'ai bien fait mes devoirs. Et en fait, ça m'intéresse. Tu vois que dans cette deuxième partie, on puisse s'adresser à notre audience, qui est une audience où il y a beaucoup de RH, où il y a aussi des dirigeants, des dirigeantes, et puis qu'on puisse voir ensemble quelles sont tu vois, les bonnes pratiques ou les erreurs à éviter, en fait, qu'on puisse partager des tips qui sont actionnables. Donc, on l'a évoqué dans la chronique, donc la semaine de 4 jours, fait couler beaucoup d'encre. Toi, tu as expliqué pourquoi tu l'avais mise en place chez Pimpan, justement pour éviter que les gens explosent parce qu'ils sont habités par l'envie de bien faire, de transformer, de changer les choses, de laisser un monde meilleur à leurs enfants. Ça, c'est OK. Maintenant... Même en version un peu plus positive, je dirais ce qu'on a voulu faire, c'est que les gens revoient leur rapport au temps. Ouais, OK. Et c'est vraiment dans cette philosophie qu'on a essayé d'apporter les choses. Et c'est ce que je dis parfois aussi, j'aime pas trop le concept de la semaine de 4 jours. Dans le sens où j'aime pas forcer les gens à bosser 4 jours. Oui. Je veux emmener de la liberté, que les gens aient la possibilité de bosser 4 jours. Les faire réfléchir par rapport à ça. Et si une semaine, tu as envie de bosser de 5 jours, en fait, apporter... Tu vois, le mot, quand on parle de liberté, c'est pas un mot... c'est pas du bullshit pour faire venir les gens dans son projet. Et ça a été mis en place dès la création de Pimpan, dès le départ, ou c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure, ça ? Justement, quand on a commencé Pimpan, c'était assez cool parce que tu redémarres d'une feuille blanche et Feezer, tu démarrais pas d'une feuille blanche. Donc, des choses que tu mets en place, là, tu reprends tout de zéro. On est une équipe de 6 au lancement. On est une équipe de 6 personnes au lancement du projet. Et là, on construit justement toute la culture qu'on va créer. On construit même presque depuis le jour 0 le Welcome on Board. Tu vois, chez nous, tu as un Notion où quand tu arrives, tu as ta to-do des 2 premières semaines. Mais le gros de ta to-do, en fait, c'est de construire ton job. D'accord. En gros. Mais dans ta to-do, pour pas que tu sois trop perdu au départ, parce que tu arrives dans un monde où il y a beaucoup d'écrits, il y a peu de calls, il y a beaucoup d'autonomie. Donc, beaucoup d'autonomie, ça veut dire que tu es un peu tout seul. Donc, on essaye de guider un peu les gens. Tu mets un cadre, en fait, pour pouvoir... dans le cadre dans lequel on essaye d'emmener les gens. Donc, c'est ça, c'est dans cette direction-là qu'on essaye d'emmener de manière générale les projets, quoi. Ok, et du coup, moi ce qui m'intéresse, ça t'intéresse aussi Laurie, je pense, hein, donc du coup, ce qui nous intéresse, c'est justement
tu vois, on peut parler de la semaine de 4 jours, mais comment vous l'avez mis en pratique? C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées? Enfin, tu vois, est-ce que tu peux nous partager un peu ça? Alors nous, on y a été... on a tout documenté déjà sur Papillon. Donc, si vous voulez aller voir, tout est documenté. Oui. Après, en quelques minutes ici, on y a été étape par étape. Ouais. On n'a pas forcé les gens. Ouais. Ok. Alors, forcer les gens, je vais quand même donner un peu de contexte. Ouais, je veux bien. C'est-à-dire que les gens ont donc 5 semaines de vacances, 10 jours de RTT, et de 10, on est passé à, je crois que c'est 35 jours à peu près. Parce que les semaines de retreat, on se voit pendant 4 jours, donc c'est difficile de faire la semaine de 5 jours. Il y a des jours où il y a plein de ponts en France, donc en fait, la semaine de 4 jours, tu vois, il y a eu un pont il n'y a pas longtemps. Enfin, pour nous, c'est une semaine normale en fait. Ouais. Parce que sauf que le jour est imposé, c'est le jour férié. Mais du coup, en gros, on a donné 25 jours aux gens. Oui. Donc c'est ça, et on n'a pas forcé les gens à les prendre. Voilà, c'est ça l'approche. Ok. Donc quand tu es dans une logique salariée d'une boîte et que tu te dis OK, on me donne 25 jours de plus, c'est quand même assez cool. Malgré ça, au début, on y a été étape par étape. C'est-à-dire qu'on a fait un test pendant 6 mois où la boîte prenait à 100% les jours offerts. Ok. Et on y a été étape par étape. Le premier mois, on l'a fait une fois dans la semaine. Vraiment de manière assez méthodique. On l'a fait une fois, 2 fois, 2 jours dans le mois, 3 jours dans le mois, et puis après c'était lancé. Et ce qu'on faisait, nous on a une pratique très très forte dans notre projet, c'est les one-on-one. Donc Carline, elle rencontre 100% des gens toutes les 2 semaines. Ouais. Sur du durée, ça peut durer 10-15 minutes jusqu'à 30 minutes. C'est comment ça va et est-ce que tu as des sujets un peu dont tu as envie de... En gros, elle essaye de détecter les signaux faibles. Les signaux faibles et les futurs gros problèmes. Ouais. Et juste pour que tu nous donnes un peu la cartographie, c'est quoi en fait dans ton entreprise la répartition entre les salariés et les fonctions Ouais, les typologies de gens qu'on a dans la boîte. Donc nous, on est on est 30 maintenant aujourd'hui. On a 10-12 personnes qui travaillent à l'usine ou en logistique. C'est pareil, quand on parle de culture de l'écrit, quand tu parles à un dev back-end, de bien résumer les choses et d'être hyper rigoureux, c'est OK. Quand tu parles à quelqu'un qui sort de 20 ans d'usine et qui n'a jamais touché un ordinateur de sa vie, lui parler de non, maintenant le bureau, c'est pas le lieu physique où tu viens, c'est Slack. On a embarqué les gens et qui comprennent pourquoi c'est une bonne idée, quoi. Donc ça, on a un gros travail on fait un énorme taf en cours encore sur le sujet. Donc 25 personnes, t'as maintenant, c'est presque la moitié de l'équipe finalement qui se retrouve qui est à l'usine en physique. Après, on a des boulots marketing, on a 5 personnes au sales, marketing, finance, produits, R&D. Voilà, on arrive vite à 30. Du coup, moi j'ai quelques questions là en écho à ce que tu nous as partagé. La première, c'est que je comprends que vous avez donné plus de RTT ou de congés pour mécaniquement basculer progressivement vers la semaine de 4 jours, ça ok. Quand les gens ne les prennent pas, c'est des congés qui sont cumulés ou c'est des congés qui sont perdus d'une année à l'autre? Techniquement, concrètement, quand tu ne prends pas ta journée, elle est perdue. Ok. D'accord. Okay. Voilà. Ça, ok. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les 25 congés et les poser d'un coup. Tu peux pas te dire je reste à... Finalement, je fais ma semaine de 5 jours toute l'année et puis je prends mes 2 derniers mois. C'est ça, c'était ma question. Non, parce que c'est pas le sens du projet. Mais c'est hyper important parce que du coup, on se retrouve à un niveau, le niveau de difficulté pour mettre ça en place, il est incroyable. Ouais. Non, mais on est d'accord. En fait, moi, le but de ces questions-là, c'est aussi pour pouvoir donner du contenu à l'audience qui est intéressée et qui doit se poser ce genre de questions. Je pense que c'est important de les poser. Et mon autre question. En fait, je fais écho, parce qu'en préparant notre échange, j'ai regardé le replay. Et dans le replay de Qui veut être mon associé, il y a Anthony Bourbon qui vous dit, qui vous sort une objection qui, dans le fond, est hyper recevable, qui dit comment est-ce qu'on pilote une usine à la semaine de 4 jours? Comment est-ce que c'est possible? Donc, c'est une question aussi que je me pose. Et puis ensuite, je ne sais pas si tu auras la réponse, qui dit voilà, quand vous allez scaler, que vous allez devenir 300, en gros, je le résume avec plein de guillemets parce que je pense que ce n'est pas ces mots, mais c'est le sens de son propos, c'est que ça va être le bordel et ça ne marchera pas. Comment du coup on pilote une usine avec la semaine de 4 jours?
Donc quand il dit ça, on n'a pas encore l'usine. Ouais. Maintenant, ça fait 1 an et demi, ça va bientôt faire 2 ans qu'on a l'usine finalement, Ouais. pas très loin. Et non, ça fonctionne hyper bien la semaine de 4 jours. Je pense que c'est un vrai avantage concurrentiel pour recruter des bons profils d'être aussi à la semaine de 4 jours. Donc, quand on parle de recruter les meilleurs, Je précise, semaine de 4 jours, évidemment, payer 5, c'est ça? oui, payer 5, ouais, complètement. Nous, on a 2 types de profils. Du coup, on a quasiment tout le monde est cadre chez nous. Ouais. Et les non-cadres, c'est 32 heures payées 35. Ok. Voilà, le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Le sujet du scale, il a raison sur un sujet de court terme. Ouais. Sur 3 mois, bosser 5 jours au lieu de 4, je pense que c'est plus efficace. L'entrepreneur essaye d'avoir globalement une vision de long terme. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire dans le projet par rapport à ça, c'est de regarder comment on construit le projet, comment est-ce qu'on fait pour recruter les meilleures personnes. Nous, autour de nous, tu vois, je participe à des réunions d'entrepreneurs. Moi, je viens pas d'usine, enfin, je connais pas ce monde-là. Donc, du Moi coup, non plus. on a monté il y a 1 an et demi une usine. Les gens nous ont tous pris pour des fous. Mais on avait cette conviction que ce problème qui a été évoqué par Anthony Bourbon, nous, on allait en faire une force. Et quand je participe à des réunions avec plein d'entrepreneurs qui ont des usines autour de chez nous en Normandie, leur sujet numéro 1, c'est on n'arrive pas à recruter. Et toi ? Nous, on n'a pas cette problématique-là. On reçoit des CV toutes les semaines. On a fait 2-3 petits hacks. On a mis qu'on recrutait des gens sur le passage. Enfin, c'est avec un peu d'humour et on reçoit beaucoup de CV. Donc, on n'a pas cette problématique de scale aujourd'hui sur les gens. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on est dans... Tu l'as pas sur les gens alors que tes concurrents l'ont. C'est ça qu'ils tous. Déjà, de base. C'est ça qui est important. Et puis surtout, des gens de notre secteur d'activité. Ah ouais, d'accord. Alors, parce qu'il y a concurrence, c'est l'usine d'à côté, mais qui fait autre chose. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui est disponible potentiellement, donc il vaut mieux qu'elle vienne chez nous. Et le deuxième sujet, c'est... il y a des usines de 500, 1000, 2000, 3000 personnes, des belles usines L'Oréal, etc. Et moi, mon truc, c'est de me dire comment est-ce qu'on fait pour transformer cette vision du travail en énorme force dans un projet industriel. Et c'est ce que je pense qui fera la différence à la fin du parcours, parce qu'on a réussi à avoir des gens meilleurs, et vaut mieux quelqu'un de très bon pendant 4 jours que quelqu'un de moyen pendant 5 jours dans son projet. Quelqu'un a explosé, fatigué. La valeur dans un projet, elle est pas... Chacun, on peut penser à ce qu'on fait chaque semaine. Ce qu'on arrive à délivrer, c'est pas parce qu'on a bossé comme un malade pendant beaucoup de temps. C'est parce qu'on a aussi eu cet équilibre général où, tu vois, nous, on a des gens qui bossent, ils bossent le lundi, mardi, le mercredi, ils sont avec les gamins, ils reviennent le jeudi, vendredi. Bah oui, ils sont en pleine forme quand ils reviennent, en fait. Tu vois, où il y a cette fraîcheur, en fait, qui te fait prendre les bonnes décisions, qui te fait recruter des gens un petit peu meilleurs. Tu vois, LDLC, lui, ce qu'il disait, c'est ce que je l'avais appelé. Et j'avais fait un échange avec lui. Il m'a dit, OK, j'ai fait mon calcul, ça va me coûter 10% par an, en plus de ma salariale. Mais il en est revenu de ça. Et du coup, ce qu'il a dit au final, c'est en fait, ça lui a pas coûté ce 10%-là. Et il avait même des problématiques inverses, c'est que les gens partaient plus de son projet, et du coup, il fallait gérer l'engagement dans le projet. Donc, tu vois, il n'y a pas... c'est pas un sujet de 4 ou 5 jours, c'est un sujet, et là on parle de la semaine de 4 jours, mais c'est un sujet de liberté. Tu vois, nous, les équipes à l'usine, elles s'organisent entre elles. Tu vois, c'est quoi le jour off ? Bah, vous vous débrouillez. Vous êtes grand, vous êtes responsable, on vous donne de la liberté, vous vous arrangez comme vous voulez, et ça fonctionnait à 3, ça fonctionne à 10, ça fonctionnera à 1000. Il n'y a aucun problème sur le sujet. Et nous, la vision de l'entreprise qu'on a, c'est, tu vois, t'as l'usine il y a 100 ans, c'était le taylorisme, chacun fait sa petite tâche. L'étape numéro 2, ça a été de commencer à industrialiser, où l'objectif, c'est finalement de tout automatiser sur la machine. Moi, mon objectif, c'est que les machines qu'il y a autour des gens soient au service de ces personnes-là pour les rendre encore meilleures. Et tu vois, on a encore une vision de l'industrie qui est un peu différente. Et oui, on se prend des murs, on arrive avec beaucoup de naïveté, en fait, finalement, dans le projet. Mais tu vois, moi, l'usine,
On a commencé à bosser, un des personnes au board, on a bossé avec donc il a des usines de 10-15 000 m². On a bossé avec son directeur qui fabriquait son architecte qui fabriquait les usines. Il est arrivé, il dit voilà l'usine que vous aurez dans 3 ans. Je dis non mais moi c'est pas possible, c'est dans 4 mois quand on la monte l'usine. Et du coup on s'est démerdé par nous-mêmes. On y a été de manière brique par brique. On a monté le petit labo, on a monté les poudres. En fait finalement on a monté l'usine. Effectivement, au final, en tout, elle est même pas encore terminée, mais parce que tu itères tout le temps. Mais en fait, on a été étape par étape, on a repris les sujets étape par étape, et on a délivré à une vitesse incroyable. En 4 mois, on produisait. Entre le début des travaux et le moment où on a envoyé. Et ça aussi, c'est grâce aux équipes qu'on a, nous. Je sais pas pour toi. En fait, depuis tout à l'heure, c'est une métaphore filée, tu vois, avec la distinction entre 2 concepts, la performance et la robustesse. Tu vois, la performance, c'est la Formule 1 qui va aller très très vite, mais qui peut se casser. Et la robustesse, c'est la capacité d'être résilient. Donc c'est par exemple la nature qui peut avoir des coups hyper durs, mais qui va se régénérer, etc., mais qui ne sera pas capable de... un arbre ne poussera pas en 2 jours, par exemple. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vois bien ce qu'il y a derrière et en fait on se fait un peu l'avocat du diable, mais on est vraiment convaincu par la philosophie qu'il y a derrière qui consiste à dire que fondamentalement le bien-être permet aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes dans le boulot et tu l'as dit, on est aussi convaincu que ça va procurer des avantages, des avantages concurrentiels. Notamment, tu vois, toi tu dis que tu arrives à mieux recruter que tes concurrents. Nous, on n'a pas basculé sur la semaine de 4 jours, mais on a un modèle où on va redistribuer la marge excédentaire beaucoup en temps libre et en revenu. Enfin, c'est pas dogmatique, donc c'est. Mais c'est la semaine de 4 jours, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, c'est un outil. En fait, la philosophie qu'il y a derrière, c'est la confiance, la liberté, l'autonomie qu'on veut donner aux équipes pour qu'ils puissent être dans leur plein potentiel. Demain, nous, c'est pas la semaine de 4 jours qui nous définit dans le projet. Demain, on arrête la semaine de 4 jours parce qu'on se rend compte que je sais pas pourquoi on pourrait s'en rendre compte, mais c'est pas ça qui définit le projet complètement à sa base, tu vois. Nous, ce qui définit le projet, c'est un outil quand même qui vous apporte de la performance. C'est un des outils qu'on utilise. Alors justement, à ce propos, je trouve intéressant, moi, quand on explore un concept, de dire ce qui marche, mais d'être aussi capable de dire qu'il peut y avoir des biais ou on va dire des choses à éviter. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de Julien Lecor, qui est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Jour Off, qui a beaucoup fait parler de lui. Il faut dire qu'il a fait allègrement le tour des médias et pour cause, malheureusement pour lui. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a, on va dire, instauré la semaine de 4 jours dans son entreprise au sortir du Covid, dans un environnement comme celui de Pfizer chez toi, 100% télétravail, et en fait qui a contribué à la liquidation de son entreprise, etc., essentiellement pour des raisons, à mon sens, managériales. Mais est-ce que toi, depuis que toi tu me parles de cet outil qui ne vous définit pas, et je trouve ça très bien de le dire, c'est quoi les écueils à éviter par rapport à, selon toi, Baptiste, qui connaît bien cette pratique mieux que beaucoup de monde, je pense, en France, c'est quoi les écueils à éviter ? Moi, j'ai entendu les messages que faisait passer Julien Lecor. Il m'avait demandé de m'interviewer sur la semaine de 4 jours. J'avais pas le temps d'avancer sur le sujet et j'ai pas lu son livre, donc je peux pas trop juger, tu vois, du pourquoi. Pour moi, c'est pas la problématique, c'est pas la semaine de 4 jours. Et justement, il faut plutôt essayer de regarder cet échec comme qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet échec-là. Et moi, je pense qu'il ne faut pas perdre l'objectif de base d'un projet. C'est que nous, on a créé une entreprise, ce n'est pas une association. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher de la performance. Nous, on a une entreprise à mission, donc le maximum de performance. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a allié, on a synchronisé la performance économique et la performance écologique, parce que plus on vend de nos produits,
moins il y a de plastique à usage unique qui circule sur le marché. Ouais. Donc on est très à l'aise avec le fait de dire qu'on veut aller très vite et qu'on veut gagner contre le liquide. Parce qu'il y a moins de plastique grâce à vous. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, on a créé une entreprise pour faire ça. Et du coup, l'objectif d'une entreprise, c'est de générer de la puissance financière pour pouvoir aller plus vite. Il faut pas perdre de ça de base. C'est pas de se dire on est une entreprise à impact, donc on a des gens avec nous qui sont dans un monde de bisounours avec qui on perd un peu l'objectif de base du projet, mais c'est trop cool, quoi. C'est génial, on s'amuse bien, on bosse 4 jours par semaine. Je fais pas ça pour faire plaisir. Non, mais quoi. c'est important de se le dire, c'est qu'il faut garder. C'est comme moi j'ai exactement le même comparatif dans le monde de l'impact chez nous sur des gens qui veulent faire mieux pour la planète. En fait, les gens s'en foutent de la planète. Non mais c'est vrai, de manière générale, tu demandes aux gens, 8 à 9 personnes sur 10, ouais, moi je veux faire mieux, je veux consommer moins de plastique, je veux moins prendre d'avion, je machin, etc. Mais c'est pas la réalité des faits de ce qui se passe. Du coup, nous, le parti pris qu'on a, c'est de se dire, ok, ça c'est notre mission, donc nous, ça sera un prérequis sur lequel on dérogera pas. Par contre, c'est quoi vos sujets ? C'est le prix, c'est le rapport qualité-prix, c'est le plaisir. Et du coup, il ne faut pas se tromper à se dire c'est génial, venez, on essaye d'embarquer une communauté qui n'existe pas. Parce que la communauté des gens des écolos ultra convaincus, etc., c'est 5% des gens et ça ne changera pas. Il y a un Covid qui est passé par là avec ça a été violent, le Covid, sur l'aspect santé, sur de l'aspect... tu vois, quand tu as des événements... les inondations que tu peux avoir à Valence, ou 2 jours après, en fait, les gens ont oublié, ils s'en foutent complètement. J'exagère pas trop le sujet, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il peut t'arriver même le pire, même chez toi, tu changeras pas forcément ta façon de consommer. Donc nous, notre sujet, c'est de se dire, c'est le rôle de l'entreprise. Et en fait, il faut pas perdre son combat de base sur le sujet. Et du coup, moi, j'ai pas monté une boîte qui fait la semaine à 4 jours. J'ai monté une boîte qui est viable économiquement et qui veut rivaliser avec les plus grands. Et pour ça... Tu considères que la semaine de 4 jours est un des meilleurs moyens d'arriver à tes fins. Un des meilleurs outils, comme dans un jeu vidéo. La semaine de 4 jours, nous, ça nous rend un peu plus puissants parce qu'on a une équipe qui est meilleure, des gens qui partent moins, qui se posent moins la question de est-ce que je dois partir ou rester. Non, mais moi, la réponse, je la trouve hyper claire. Et en fait... je pense que c'est important de la poser parce que tu vois, tout à l'heure, moi je parlais d'utopie. Je pense que tu as utilisé le terme bisounours qui revient souvent. Enfin, tu vois, moi auquel je suis aussi confronté et je pense que c'est sain de rappeler que en fait, quand on monte une boîte, on est quand même là pour réussir. Pour réussir, faut être rentable. Je pense que tu vois. Toi, tu parles de la semaine de 4 jours. Nous, on a mis en place le congé d'ancienneté illimité dans le conseil. Et tu as des gens qui vont nous dire non, mais ça veut dire que si congé d'ancienneté illimité, ça veut dire que chaque année, les gens ils gagnent un congé bonus. Donc, tu as des gens qui vont dire donc ça veut dire que si les gens ils restent 200 ans, ils vont travailler gratuitement. Tu vois, où tu vas les payer et ils vont pas travailler plutôt. En fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ces pratiques-là, elles sont là pour répondre à un pain. Toi, tu parlais du fait que maintenant, tu arrives à recruter beaucoup plus facilement que tes concurrents. Nous, dans le secteur de la tech, on travaille avec des devs et tu sais que tu es bien placé pour savoir du coup avec Fiverr qu'il y a un gros problème de ce qu'on appelle de tension sur le marché du recrutement, la fameuse guerre des talents. Le turnover aussi. Le turnover, donc tu vois la capacité à fidéliser. Et nous, ça fait partie des outils, des pratiques RH qui nous ont permis de travailler notre attractivité qui est bien mieux disante. Donc, c'est quoi votre pratique là tous les ans, vous rajoutez une journée de congé entre autres, on a, en fait, nous, on est sur une communauté qui a envie de... Enfin, je reprends tes termes parce que c'est vraiment à proprement parler ceci, mais c'est pour travailler. Et les gens veulent travailler mieux. Et pour ça, ils considèrent qu'ils doivent travailler moins. Donc, nous, on va redistribuer la marge excédentaire, donc on prend une marge forfaitaire, on distribue l'excédent de marge par défaut, un tiers en bonus financier, un tiers en CP et un tiers en temps libre professionnel. Donc pour te former, etc., c'est à remettre la veille sur le temps de travail. Mais après, on n'est pas dogmatique, c'est-à-dire que finalement, cette redistribution-là, on laisse la possibilité aux gens, par exemple, on va faire cohabiter ces deux visions dont on parle depuis le début, les gens qui ont envie de maximiser leurs revenus
on va leur permettre de le faire. C'est-à-dire que les jours qu'on a donnés pour se reposer, ils peuvent être travaillés et ça devient du pouvoir d'achat à concurrence du fait que nos salariés posent à minima 5 semaines de CP pour se reposer, quoi, tu vois. Et de l'autre côté, on va faire cohabiter des gens qui ont besoin de travailler moins pour se ressourcer, pour revenir plus en forme au travail, à concurrence du fait néanmoins, comme on fait un métier de service, que en fait, la valeur et la relation client ne soient pas mises en danger. Donc ça, c'était pour revenir sur le sujet. Évidemment que la semaine de 4 jours, en fait, on ne fait pas une boîte pour la semaine de 4 jours et qu'en fait, il n'y a pas une communauté de gens qui... En fait, ça serait peut-être même embêtant d'avoir que des gens qui viennent chez Pimpan que pour la semaine de 4 jours. Parce qu'en fait, tu t'éloignes de l'objectif qui est de changer la manière avec laquelle... Tu sais que c'est notre filtre numéro 1. Voilà. Mais... 90% des gens viennent pour notre approche du travail. Et ben là, c'est intéressant parce que... Ouais, vas-y, je te laisse finir. Et du coup, la base pour venir chez nous, c'est de venir pour la mission du projet. Tu vois. Ouais. Du coup, si tu me dis pas explicitement je viens pour la mission du projet, c'est no-go tout de suite, peu importe le profil. Parce que c'est là le point de départ. C'est là le noyau. Tu vois, on parle du sujet central de notre projet, c'est d'avoir cette conviction forte qu'on veut faire mieux pour les prochaines générations. Sinon, la personne qui vient, elle va être malheureuse. Ça marche jamais. Ouais, bien d'accord. Moi, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, on a facilement, c'est facile de faire le. Tu vois, dès qu'il y a une boîte en semaine de 4 jours qui se plante, on dit, ah bah voilà, on vous l'avait dit, ça peut pas marcher. On ne fait jamais la même chose avec des boîtes qui sont en semaine de 5 jours qui se plantent. Tu vois, personne ne va attaquer le fait que la semaine de 5 jours, voilà, tu vois, évidemment. Donc ça, je voulais le dire, effectivement. Et ensuite, spontanément, en fait, tu as commencé à aiguiller, à faire la transition. Et on te remercie parce que on n'a pas à la faire. On va continuer la trame. Non, mais... En fait, moi, une des objections à laquelle je suis souvent confronté, et je suis très content que tu sois là parce que je vais pouvoir te renvoyer la patate chaude, c'est qu'on me dit souvent que des modèles libérés, comme les nôtres, en fait, attirent plus de tirs au flanc. Moi, j'ai effectivement mon avis sur la question, mais comme je ne suis pas l'invité, je vais te laisser répondre. En fait, qu'en penses-tu de ça ? Je pense que... c'est une remarque qui peut s'entendre. Après, ça veut dire quoi être tir au flanc ? C'est ce que j'ai envie de... Est-ce que c'est... parce que tu vois, moi, un super profil qui est hyper convaincu par la mission du projet et qui veut revoir son rapport au temps et donner plus de temps à ses enfants ou faire autre chose le mercredi ou avoir un autre job en parallèle sur un sujet et que je vois que c'est un super profil qui est hyper convaincu par la mission, c'est une personne qui ne viendrait pas si on ne faisait pas la semaine de 4 jours. C'est différent de je viens parce que vous faites la semaine de 4 jours. Ouais. C'est différent parce que l'approche générale est différente et finalement on est dans un alignement qui est plutôt proche de là où on veut emmener la personne demain. Après, des mauvaises candidatures, il y en a beaucoup. Nous, on en reçoit encore plus parce qu'on a beaucoup plus de volume. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut avoir le plus de volume possible pour à un moment trouver des candidatures intéressantes. Ouais, j'ai toujours vu pour moi, j'ai toujours vu un sujet de volume pour voir des gens pétiller et sortir complètement du lot dans les candidatures qu'on... surtout si tu dis que tu arrives à recruter plus facilement, finalement, le volume, il te sert. Pourquoi on recrute plus facilement ? Parce qu'à la base, on reçoit beaucoup plus de candidatures libres. Après, il y a un sujet... c'est que il faut aussi... parce que recevoir beaucoup de candidatures, c'est une chose. Il faut aussi que les meilleurs aient envie de venir bosser chez toi. En fait, du coup, là, c'est là que tu complètes ma réponse. Parce que j'étais en train de réfléchir. Moi, il y a plein de choses qui me vont bien dans la réponse. Que tu vois, je n'aurais pas dit spontanément comme ça. Mais quand tu dis les gens qui viennent que pour la semaine de 4 jours, c'est un red flag, je ne les prends pas. Les gens qui viennent pour le télétravail, c'est un red flag. Mais souvent, les très belles candidatures et les super profils, ils viennent pas pour un... Moi, je trouve que quand tu es un très très bon profil et que tu as le choix de choisir où tu veux bosser, même bosser moins dans un endroit qui va plus te faire chier, tu choisis pas cette boîte-là. Donc tu vois, il y a toujours cette envie profonde et ce qui ressort, c'est... Je suis aligné, en fait, avec... tu vois, pourquoi je fais pas papillon ?
parce que j'ai aussi envie d'aller chercher des très très bons profils qui vont à un moment nous faire créer une vraie différence aussi dans le projet. Et du coup, c'est pas que Papapillon, mais c'est la stratégie que j'ai avec LinkedIn, avec Papapillon. Je fais pas des posts pour me faire mousser, je fais des posts pour à la fois rendre fiers les équipes, ça marche, ça a un intérêt, et puis aussi surtout trouver des belles candidatures, quoi. Ouais, j'entends ça. Du coup, c'était la réponse sur le fait que tu as des flags quand les gens viennent pour les pratiques et pas pour la mission. Je trouve ça hyper cool. J'ai bien aimé aussi la réponse de quelqu'un qu'on n'aurait pas eu sans ces pratiques-là, etc. Du coup, pour moi, c'est une vraie réponse en tant que telle. C'est factuel, quoi. Je me posais la question de... C'est comme le télétravail. Tu proposes à quelqu'un à Bali, tu n'es pas obligé de venir à Dives-sur-Mer. En fait, tu ouvres les frontières, tu vois. Donc, tu as plus de gens potentiels qui rentrent dans ta banette. Même en entretien, j'ai fait passer un entretien il n'y a pas tellement longtemps, et la personne, parce qu'on a mis en place les congés menstruels aussi chez Chaudot, tu vois, ce qu'elle a mis en avant tout de suite, c'est « Ah oui, en plus, super, il y a des congés menstruels ». Et en fait, ça avait complètement... rien à voir avec le... rien à voir. Et puis, elle m'a pas parlé de Chaudot, elle m'a parlé des congés menstruels, tu vois. Et là, oui, en effet. C'est pas ça, Chaudot. Que tu viens en numéro. Voilà, c'est ça. Puis en fait, quand tu recrutes quelqu'un, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que la personne, elle recrute la boîte, en fait, tu vois. Moi, c'est toujours dans les deux sens. Nous, on a un entretien de fit à la fin. Je dis toujours aux candidats, je dis, oui, c'est un entretien que tu passes, mais tu leur fais aussi passer un entretien aux deux personnes que tu as en face de toi, parce que c'est des personnes qui, on estime qu'au travers de ces deux personnes-là, tu vas ressentir l'état d'esprit général de la boîte. Et tu vois, c'est collectif, quoi. Bien sûr. Et du coup, à contrario, tu m'as dit, tu vois, tu me parles du fait que tu travailles ta newsletter, tu postes sur LinkedIn pour rendre les gens de Pimpant fiers, mais aussi pour attirer des performeurs. On est effectivement convaincus et alignés sur le sujet, parce que c'est aussi notre volonté, tu vois, Chloé, de faire de Chaudot un modèle quand même, tu vois, premium, avec un cadre qui permet justement aux gens d'évoluer dans les meilleures conditions et à leur meilleur niveau. Quel retour sur expérience tu peux nous faire à ce sujet-là au niveau de Pimpant ? Est-ce que justement ça vous permet aussi, tiens, tu l'as constaté, si tu devais par exemple répondre à Anthony Bourbon qui te disait que c'est pas avec ces pratiques-là qu'on peut arriver à cranter, est-ce que tu constates que tu as tiré des performeurs, tu vois, des très très bons profils que tu n'aurais pas eu sans ces pratiques, tu vois. Complètement. Je vais même aller un peu plus loin dans notre stratégie de communication globale. C'est que nous, on a 170 000 clients sur Pimpant. Et parmi ces 170 000 clients, on a 3 000 actionnaires dans le projet. Et c'est un outil de communication ultra puissant et un outil de recrutement d'excellents profils ultra puissant aussi. On a recruté notre directeur commercial, la personne qui s'occupe de la qualité, des gens à la logistique, des gens qui étaient investisseurs dans le projet à la base. Donc ils sont quand même, globalement, ils sont un peu animés par la mission. Évidemment, ils sont clients chez toi, ils ont investi dans le projet, ils ont envie de croire dans le projet. Ah oui, c'est des clients qui sont devenus salariés, quoi. C'est des clients qui sont devenus actionnaires, qui ont intégré l'équipe et qui font partie de la team aujourd'hui. Et du coup, c'est ce vivier fort-là, parce que du coup, il y a Papapillon qui est une newsletter publique. J'ai une newsletter pour aussi ces 3000 investisseurs qu'on essaye de travailler en onboarding tout le temps, qu'on essaye de travailler. Donc, on essaye de travailler aussi toute sa partie LinkedIn. Nous, LinkedIn, ça nous a apporté qui va être mon associé. Toutes les grosses télés qu'on a fait, c'est LinkedIn. Qui sont venus te voir. Toi, remarque, t'es passé à la génération do it yourself parce que c'est difficile. C'est difficile de calculer un ROI sur un poste. Nous, on va. Moi, faire un poste, ça va pas m'apporter 10 000 clients, quoi. Ouais, alors mon point, c'était pas tant le ROI, parce que tu vois, je suis. Moi, tu prêches un converti, hein, je veux dire. Vous encore plus, parce que quand tu es dans le B2B, sur LinkedIn, il y a. Et même, je ne sais pas comment, tu vois, on le dit souvent, mais je ne vois pas comment aujourd'hui un dirigeant, une dirigeante peut faire l'économie de ne pas s'exprimer sur les réseaux sociaux. Tu vois, en termes d'authenticité, de marque employeur, etc. C'est
10 fois plus efficace que d'animer ta page LinkedIn de personne morale que plus personne ne regarde parce que c'est de la réclame. Et j'ai pas trouvé de... tu vois, parce que c'est toujours intéressant de voir la portée d'un projet d'entreprise à travers les chiffres, mais je sais que dans la grande distrib, c'est des données qui peuvent être confidentielles par rapport à la concurrence. Mais tu peux nous donner 2-3 métriques sur ce qu'est Pimpant en fin 2025 ? Tu veux dire en termes de chiffre d'affaires tu vois, entre le moment où, tu vois, quand tu passes chez qui va être mon associé, je crois qu'on est début 2024, tu donnes les chiffres de 22 et 23. Comment se passe sur quelle trajectoire vous êtes ? Ouais, on fait... quand on passe à qui veut être mon associé, l'année d'avant, on fait 1,1 million d'euros. Et vous étiez en train de faire, je crois, un peu moins de 3, je crois, si je dis pas de bêtises. On a fait entre 2,5 et 3. Voilà, c'est ça. On a fait 6 et on va faire 8-9 cette année. Tu vois, on suit un rythme avec une portée de plus en plus internationale dans le projet. Donc, c'est assez intéressant. Nous, on fait 80% de notre chiffre d'affaires en ligne. Donc, sur notre site pimpant.com. Et après, 20% en distribution en physique. Aujourd'hui. Et voilà, on a lancé l'Italie il y a 4-5 mois. Ça marche bien. On lance l'Espagne en début d'année prochaine. Et ça, ce côté international fonctionne très très bien parce qu'on a une culture de l'écrit qui est très très forte. Donc on est assez performant pour pouvoir lancer des nouveaux parce que pays. La culture, elle est déjà écrite, donc il n'y a pas d'appropriation. Au-delà des chiffres financiers, on a évité de jeter 3,5 millions de tubes et bouteilles en plastique à usage unique dans notre projet. Donc ça, c'est pour le côté impact assez fort du projet, et on veut faire x2 l'année prochaine. On est en train de pas mal accélérer. On a pas été très vite finalement cette année parce que vous allez faire 9 et vous visez 18 ? Ouais, c'est à peu près ça. Vous avez levé du coup ou comment tu peux faire une telle croissance de manière organique ? Alors les premiers investisseurs du projet, c'est avec nous, avec Carline. On a mis plus de 3 millions dans notre projet. Une partie des sous qu'on a gagné de Teaser. On a 3000 actionnaires qui nous ont aidés dans le projet. Pareil, on a à peu près levé 3 millions. On a levé 6-7 en tout dans le projet. Donc ça nous permet d'aller vite. Ce qu'on a voulu montrer cette année, c'est une capacité à aller chercher un EBITDA fort sur un pays. Tu vois, on est passé de moins 30% d'EBITDA il y a un an avant à plus 15% sur la France. Là. Donc on a fait un bon travail avec les équipes pour montrer cette capacité à aller chercher de la rentabilité. Parce que c'était important, c'était une étape importante pour nous de structurer l'usine, montrer notre capacité à aller chercher de la renta et maintenant continuer d'accélérer dans le projet. Et ça, on peut le faire parce qu'on a posé des bases solides dans le projet avec des gens sur qui on peut se reposer. Pas mal pour des bisounours quand même. Pas mal pour des gens qui vont faire la guerre en tongs. C'est bien. Non mais écoute... non mais c'est pas... moi je suis toujours assez relatif sur les chiffres c'est pas ce qui m'intéresse presque le plus dans le projet. C'est pas d'aller chercher un chiffre de dingue. C'est plus de... Tu vois, Pfizer, c'est une boîte qu'on a bien réussi, on est content, on l'a vendue. Là, le projet, la motivation de dingue, c'est de se dire que tous les matins, tu fais un petit pas de plus pour ta prochaine génération. Non, mais je suis hyper d'accord. Et pourtant, je pense que, en fait, sans tourner autour du pot, il n'y a pas de street cred sans EBITDA, tu vois, sans renta. Et en fait, le fait d'arriver à dire que... tu vois, tu es allé chercher une renta, tu es passé, je crois, de moins 30 à plus 15. C'est pas rien, comme dirait l'autre. Non, mais de quarter en quarter, ça a été... et tu vois, je trouve que ça valide vachement le discours de mes pratiques, elles sont là pour apporter de la valeur, etc. Et en fait, ça s'arrête là. Tu vois, là, on sort du dogmatisme, on a des preuves sociales qui sont hyper tangibles. Et je suis content qu'on ait pu avoir cette discussion et j'ai trouvé l'échange vraiment canon. Ce passage qui veut être mon associé, ça a été le switch un peu où on avait toujours un discours très utopique du projet et on avait moins ce discours pragmatique.
on veut recruter les meilleurs, les mettre dans les meilleures Ouais. conditions et qui restent au top tout le temps et les garder, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ce qui a fait un peu le switch aussi dans notre façon de communiquer. Ouais. Et peut-être Ouais. même ça a ouvert un peu la vision qu'on avait dans le projet, quoi. Oui, bah, il y a une... Écoute, moi ça me parle vachement parce que on a eu aussi ce cap-là. C'est mal de parler de toi, mais je pense que ça fait écho à ce que tu dis. Donc ça donne du corps à tes propos. Mais nous, on a eu, tu vois, au début du projet Shodo, des années de croissance où tout nous souriait. Et puis, on a eu un passage qui a été... qui s'est couplé aussi avec le marché en 2024 qui se retourne, qui se tend. On a eu un passage où on a, à mon sens, on s'est mis à tomber un peu trop amoureux de nos pratiques RH et de nos process plutôt que de l'efficacité opérationnelle. Et je trouve que tu vois, toi, tu dis très bien, tu dis la mission, c'est on est hyper à l'aise avec le fait de vendre parce que ça nous permet de décarboner et d'enlever du plastoc sur la planète. Nous, on a une raison d'être qui est différente, mais la réalité, c'est que t'as pas de projet aussi noble, je mets des guillemets parce que c'est subjectif, hein, la noblesse et les valeurs, c'est subjectif, pardon. Mais ce qui crédibilise quand même pour tout le monde, c'est le juge de paix, c'est est-ce que tu es rentable et est-ce qu'à un moment donné, ok, c'est beau, mais ça gagne ou ça gagne pas, quoi. Parce que le marché est fait comme ça aujourd'hui. Ouais. Mais parce que c'est aussi, c'est plutôt... Enfin, c'est pas désirable non plus d'avoir une boîte qui a plein de belles pratiques mais qui ne gagne pas d'argent. En fait, c'est pas désirable. Alors que d'en avoir, tu vois, le but, le propos, c'est pas d'avoir le plus d'oseille possible, mais c'est juste de dire qu'en fait, ouais, en fait, on fait que ça pour servir à un projet d'entreprise. Et le projet d'entreprise, tu l'as dit toi-même, on n'est pas une asso. Et en fait, gagner de l'argent, ça fait partie des choses qui sont... Voilà, exactement. Que ce soit Pimpan ou que ce soit Shodo, mine de rien, on a quand même des chiffres qui montrent que les bonnes pratiques qu'on met en place font que ça fonctionne, tu vois. Je sais pas si tu as un taux de turnover ou si tu as une idée un petit peu de... Ouais, j'ai regardé, mais nous, c'est... Enfin, c'est zéro, quoi. Okay. Non, mais moi, j'ai jamais en 5 ans, il n'y a jamais un top profil qui est parti du projet. Un top profil qui était encore top profil qui est parti du projet. Tu as des gens qui partent parce que ça fait 3-4 ans et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que tu en as qui ont voulu complètement changer de vie, tu vois. Quelqu'un, chez nous, qui est en R&D ultra top profil et qui est devenu data scientist, tu vois. Donc, il y a quand même un bon switch entre les deux. Et ça, tu les accompagnes, tu les aides et tout. Après, on n'a pas de grosses problématiques sur ça aujourd'hui. Presque, c'est parce que ça fait que 5 ans. On verra C'est toujours le sujet, hein, c'est que ça marche à 25, ça ne marchera pas à 30, ça marche à 30, enfin on est 30 maintenant. Mais... Donc ça dépend des étapes, quoi. Ok, ben écoute, sur ces bonnes paroles, je pense que... On est pas mal. On est pas mal. Je te remercie encore, Baptiste, d'être venu à notre micro, d'avoir partagé toutes ces pratiques, puis aussi de montrer que même avec de l'utopie, finalement, toutes ces pratiques-là, quand on les met en pratique, elles génèrent de la performance / robustesse. Et je pense que, on était... nous, en tout cas, on faisait pas partie des gens à convaincre. On est convaincus que ça a du sens de faire la bascule, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes pour des gens qui se posent des questions, et rien que pour ça, je te remercie. Et ce qui est très chouette aussi, c'est qu'on voit que ça fonctionne. C'est un peu un truc qu'on nous rétorque souvent, mais nous, on peut mettre en place ce genre de pratique parce qu'on est dans la tech. Tu vois, ça fonctionne aussi dans d'autres secteurs, et je trouve que c'est plutôt inspirant, et ça vient même un peu ouvrir le champ des possibles, et c'est cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Non, je pense qu'effectivement, c'est important de rêver, de mettre de l'utopie, et surtout qu'on a envie de rester des grands enfants et puis de faire rêver les prochaines générations. Ouais, mais on n'est pas fous, et on fait quand même tourner des boîtes qui sont ambitieuses, exigeantes, et on n'est pas là pour perdre de l'argent. Ouais. Je pense que c'est important de juxtaposer ça. Ouais, complètement. À bientôt. Salut. Merci beaucoup. Salut.